Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du télétravail et surtout le télétravail à la carte. On va le découvrir à travers une étude passionnante et quelques chiffres présentés par Erwan Salmon. Il est le Country Manager France de Ring Central, qui est une grande entreprise américaine avec une filiale ici en France. Il est notre invité. Les entreprises s'engagent, faire de la ville un vrai lieu de vivre ensemble. On fera le point avec Vera Lucas, directrice générale de BETC. Elle appartient à cette grande communauté des entreprises qui s'engagent. Et puis le cercle RH, le débat d'actualité. Il est même d'ailleurs arrivé dans le débat autour de la réforme des retraites. La semaine des 4 jours, on en a parlé pour les seniors. Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que les salariés sont prêts? Est-ce que les entreprises le souhaitent? On fera le point avec des experts de ce sujet. Et puis pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, le podcast. Oui, le podcast qui est un outil de communication interne, c'est ce que nous dira Julien Morisson. Il est le CEO, le fondateur des Années Folles. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et le télétravail. Tiens, on en est où de ce télétravail? On en a beaucoup parlé pendant la période Covid et on continue à suivre ce dossier. Et on va être éclairé sur ce sujet avec Erwan Salmon. Bonjour Erwan. Bonjour Arnaud. Directeur général de... Alors je vous ai présenté comme le Country Manager, c'est le directeur général de Ring Central France, puisque Ring Central est une entreprise américaine. 5000 collaborateurs et un peu plus de 100 salariés ici en France. Exactement. On va revenir sur vos chiffres parce qu'ils sont évidemment passionnant. D'abord, pour vous et à travers l'étude, c'est une évidence, le télétravail s'est installé durablement dans le paysage. Oui, c'est clair. On a commencé notre étude l'année dernière, donc maintenant on va considérer que c'est plutôt un baromètre sur les Français et leur lieu de travail qu'on souhaite mettre en œuvre tous les ans pour voir un peu l'évolution. Et on s'aperçoit que la flexibilité est le maître mot aujourd'hui des collaborateurs et ils souhaitent avoir une certaine flexibilité pour pouvoir mixer le travail à domicile et le travail au bureau. 60% des salariés français souhaitent décider eux-mêmes de leur jour de présence au bureau. Alors quand on lit cette phrase, on se dit, bah oui, c'est évident, mais il y a même un an et demi, voire 2 ans, mais c'était inimaginable qu'un salarié vienne voir son RH ou son manager en disant, bah écoute, je ne serai pas là lundi, je ne serai pas là vendredi. T'es OK? C'est un peu ça que cela dit. Hein. C'est un peu ça. Je pense que le confinement a changé pas mal de choses. Les 3 ans qu'on a subis de pandémie là, qui se termine, enfin, qui est un peu différent aujourd'hui, mais avec moins de contraintes qu'on avait par le passé, fait que ça a un peu changé. Donc on s'aperçoit aussi dans le sondage qui est assez intéressant, c'est que le nombre de personnes qui est en présentiel 100% du temps au travail est à peu près le même. Par contre, il y a un shift important entre les gens qui étaient complètement chez eux et les gens qui passent au bureau, puisqu'on y a à peu près 30% d'écart. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé de 26% à 56% de gens qui étaient en travail hybride. Donc, ça veut dire qu'on a augmenté les gens qui sont en travail hybride au détriment des gens qui étaient à la maison. Alors, arrivons au travail hybride, parce que c'est un élément intéressant de votre étude que vous appelez maintenant un baromètre, parce que j'imagine que vous allez le suivre. 52% des travailleurs hybrides disent avoir un bon équilibre de vie pro et vie personnelle. Et un deuxième chiffre, 36% des travailleurs en présentiel disent, à contrario, avoir un bon équilibre de vie pro. Donc, on a un écart presque de 20 points. Il n'y a pas photo. Le mode hybride, là aussi, s'est installé dans la vie des salariés et la vie des entreprises. Oui, ça s'est installé dans la vie des entreprises. Et ce qui est aussi surprenant dans le sondage, c'est qu'on s'aperçoit que les gens qui sont en travail hybride se considèrent plus productifs que les gens qui sont au bureau. Donc ça révèle aussi un peu le changement de positionnement des salariés vis-à-vis de leur lieu de travail. Quelques mots quand même, c'est important parce que c'est devenu maintenant, parce que les entreprises se sont adaptées, un outil de marque employeur et c'est devenu un élément de distinction, puisque d'ailleurs on fera le débat sur la semaine des 4 jours qui est un autre élément. C'est un outil de marque employeur, ça aussi pour l'entreprise. C'est un outil de marque employeur parce que quand vous recrutez, surtout dans un marché de l'emploi qui est assez tendu pour les gens diplômés, aujourd'hui, vous avez besoin de vous différencier par rapport aux autres entreprises. C'est aussi une modification importante au niveau de la société puisque le manager, quand il fait revenir au travail, au bureau des salariés, il est obligé d'avoir un vrai agenda. Si c'est pour faire la même chose que vous aviez chez vous,
en ayant des bouchons, en ayant des contraintes opérationnelles plus importantes, il faut qu'il y ait un vrai agenda. Et ça, c'est important. Ouais, le manager doit se creuser un peu les méninges. C'est pas venez au bureau, parce qu'après tout, vous n'avez pas le choix. Juste pour venir au bureau, il faut qu'il y ait moi, je le vois, par exemple, chez Ring Central, les équipes commerciales, le lundi, on les fait venir pour regarder les opportunités. On a de la formation. Le mardi, c'est pour pouvoir dialoguer avec le marketing, c'est pouvoir dialoguer avec les services professionnels. Donc, il y a un vrai agenda qui est mis en place au niveau des salariés pour qu'il y ait un vrai intérêt pour eux, pour revenir au travail et ne pas rester simplement éloigné de l'entreprise et être chez eux en permanence. Vous le disiez, on verra ce chiffre, mais les 37% des travailleurs hybrides se sentent productifs dans leur travail et ils sont seulement 27% à le dire quand ils sont en présentiel. Ouais. Pour venir éclairer ce que vous avez dit il y a quelques secondes, tournons-nous quand même vers les outils. Parce qu'après tout, il y a un vrai sujet. On a vu une installation un petit peu comme ça, sauvage, à l'arrache, pendant le Covid. Là, les choses se sont stabilisées. Les salariés se sont installés dans ce mode de travail. De quoi ils ont besoin là ? 73% des travailleurs hybrides pensent qu'ils ont besoin d'outils de communication flexibles pour interagir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire en fait que les outils, moi je vois les outils par exemple que Ring Central nous fournissons à nos clients, c'est des outils qui permettent, que vous soyez chez vous, que vous soyez au bureau, de pouvoir collaborer sans aucune distinction de localisation, de lieu de votre travail. Donc ça, c'est très important. Ça permet aussi, bien évidemment, aux salariés d'avoir un outil qui vous permet de faire de la messagerie instantanée, de faire de la visioconférence, de faire de la téléphonie, sans avoir à aller piocher différents outils, un outil par fonctionnalité. Donc ça, c'est très important. Et la facilité d'usage, que ce soit sur un terminal portable, comme un smartphone, que ce soit sur une tablette, que ce soit sur un ordinateur portable, permet de favoriser justement cette flexibilité au niveau de votre lieu de travail. Flexibilité et je dirais efficacité professionnelle, parce que c'est ça l'enjeu. Quand on est à distance, on veut quand même avoir des outils performants qui permettent d'aller vite, parce que c'est tout l'intérêt. En creux de tout cela, parce qu'on voit quand même que le travail hybride prend de la place et s'est installé durablement, je pense, on voit quand même aussi chez les salariés quand même une grande démission, c'est-à-dire une lassitude, un moins d'envie. Ça ressort dans votre étude, puisque il y a quand même 62% qui disent y penser au moins de temps en temps. On va voir le chiffre. Enfin, attendez, 62%, c'est pas rien comme chiffre. Alors, 62% y pensent. Alors, heureusement pour les entreprises, il n'y en a que 8% qui espèrent, qui veulent passer à l'acte. Vous nous rassurez. Heureusement pour les entreprises. Donc, non, mais c'est un vrai sujet. Et on s'aperçoit que les gens qui sont, par contre, dans un modèle hybride sont moins sujets à cette grande démission par rapport à ceux qui sont obligés de revenir au bureau 5 jours par semaine. Donc ça, on voit que c'est quand même un élément important. C'est que plus vous allez apporter de la flexibilité, plus vous allez sécuriser vos salariés au sein de l'entreprise. C'est tout le débat qu'on a sur la place des bureaux, la place de la semaine des 4 jours. Tout ça est très très lié. Les salariés, et j'allais dire vos clients finalement, doivent s'adapter à une nouvelle sociologie de salariés et de travailleurs, pour utiliser un mot un peu politique. Oui, c'est ça. Et puis l'entreprise doit surtout fournir des outils où les salariés se sentent à l'aise avec ces outils qui leur permettent de collaborer quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc, moi, je prends l'exemple chez Ring Central, on a un de nos salariés qui est parti au Nicaragua pendant 1 mois et demi. Bien évidemment, sa fonction lui permettait de le faire. Entreprise de la tech. L'entreprise de la tech, il n'était pas forcément une fonction commerciale, donc il pouvait se permettre ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que nos outils permettent de favoriser le bien-être de nos salariés et un équilibre important entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ring Central, société californienne, ça a un effet sur tout le discours que vous portez. On sait que la Californie a été précurseur de plein de sujets qui sont venus ensuite transformer le monde du travail ici en France et en Europe. Ça joue, ça, le fait d'être une entreprise californienne ? Alors, je ne sais pas si ça joue d'être une entreprise californienne. Ce qui joue, en fait, c'est que nous, notre domaine d'activité, c'est tout ce qui touche la collaboration. Donc, les outils collaboratifs et les outils de relations clients. Donc, en fait, on est au cœur de l'innovation pour justement s'assurer que les salariés au sein de l'entreprise puissent collaborer le mieux possible, quel que soit le terminal qu'ils vont utiliser et quel que soit l'endroit où ils vont se trouver. Donc ça fait partie de notre ADN. Les Français et leur rapport au travail. Allez voir cette étude réalisée par Ring Central qui est en train de devenir un baromètre qui permettra de voir l'évolution des chiffres sur le travail hybride, sur le télétravail, sur la relation des salariés à leur lieu et à leur emploi. Merci Erwan Salmon d'être venu nous revoir, car vous étiez venu l'an passé déjà nous évoquer cette première étude. C'est la deuxième, donc c'est la deuxième, oui. Et je ne doute pas que vous reveniez pour la troisième. Directeur général France de Ring Central. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. La suite de notre programme, c'est juste après. C'est Les entreprises s'engagent.
Et notre rubrique Les entreprises s'engagent, un vaste réseau au service de l'emploi. Et on accueille Vera Lucas. Bonjour Vera. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale BETC. Et vous développez, vous, un concept à l'intérieur de cette très grande entreprise. C'est quoi votre concept? J'allais dire, c'est presque de la philo dont vous allez nous parler. On n'est plus dans l'espace de travail traditionnel, mais vous offrez autre chose. C'est quoi? On ouvre la pensée des salariés, on crée des croisements. C'est ça l'idée? D'inventer un nouveau monde? Alors, ça nous arrive de travailler sur des problématiques de bureau, mais pas que. Le constat de départ, c'est de se dire qu'il y a un Français sur deux qui vit dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. C'est la même statistique au niveau mondial. Et or, un Français sur deux remet en question ce mode d'habiter la ville, de travailler en ville, etc. On a vu dans la presse ces derniers mois, et notamment depuis le Covid, la désertion des citadins vers les zones rurales, vers les plus petites villes, etc. Nous, ce qu'on propose, c'est d'accompagner les acteurs qui font la ville, que ce soit des lieux de travail, des lieux de culture, des lieux de commerce, et puis la ville dans le dur, à concevoir des projets d'innovation sociale, urbaine, architecturaux, etc. Alors, BETC, c'est 1200 collaborateurs. Et à Pantin, Canal de l'Ourcq, vous avez, parce que c'est pas que de la philosophie, il faut être très concret, vous le faites vivre, ça existe, ce lieu. Et effectivement, notre plus beau laboratoire, notre plus bel exemple, c'est le lieu qu'on a créé pour nous-mêmes, qui est à la fois donc 20 000 mètres carrés, qui sont à la fois le siège social de BETC et un centre de création culturelle grand parisien. On a un rez-de-chaussée qui est entièrement ouvert au grand public. On accueille beaucoup d'événements, donc une soixantaine en fait depuis le début. Et ces événements, ils vont d'événements culturels où on a une programmation artistique qui met en avant certains artistes. On a aussi des événements grand public. On accueille 2 fois par an la braderie AIDS, la braderie de la mode, qui est l'une des sources de financement les plus importantes pour l'association. Et puis, on va accueillir aussi les habitants, les acteurs du territoire. On a un programme qui s'appelle le Grand Stage, où on accueille les collégiens de la ville de Pantin et d'autres actions de ce type-là. Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes diplômé de philosophie, mais en même temps de stratégie marketing. C'est-à-dire qu'on voit bien en vous les deux faces d'une même pièce. Les deux se lient. Une vision de l'entreprise et de ce qu'elle doit être, et puis en même temps un enjeu business, parce qu'une entreprise, ça crée de la valeur et de la richesse aussi. Exactement. Alors, l'enjeu avec cette offre et puis l'enjeu chez BETC au global, c'est de créer de la valeur durable pour les clients qu'on accompagne, tant pour les entreprises que pour les marques en général qui soutiennent dans le métier historique de BETC. Et ça, on le fait avec, on va dire, 2 bras armés, qui est quel est le sens qu'on peut proposer, l'utilité fondamentale des marques, des entreprises, leur rapport au monde. Et ensuite, comment est-ce qu'on est créatif dans les manières d'être, comment est-ce qu'on fait le trou. Et voilà. Quand même, Vera, vous dites c'est une vitrine. Pour nous, c'est BETC, c'est notre siège, donc vous le vivez, vos collaborateurs le vivent, tous ceux qui travaillent dans ce lieu le vivent. Donc j'imagine que les RH font quelques études de ressenti. Comment on se sent dans ce lieu? Est-ce vous avez un petit tableau de bord du ressenti des collaborateurs qui disent tiens, le soir, je suis allé voir un concert, je suis allé écouter une conférence incroyable. Finalement, j'ai eu envie de rester dans les locaux, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, c'est de donner aussi envie aux gens de rentrer dans les bureaux. Vous avez des retours comme ça des salariés? Alors, c'est très compliqué de le quantifier. Ouais, et puis, ça demande un niveau de questionnement des talents qui n'est pas dans la philosophie de l'entreprise. Dans le ressenti. Mais dans le ressenti, on a un niveau de retour au bureau qui est très, très élevé. Voilà, on a 20 000 mètres carrés qui sont vécus comme habités. Et je ne peux pas dire mieux que ce ressenti au quotidien. Ouais. Vitrine, ça veut dire que vous, dans votre développement, vous êtes aussi en train d'essayer d'aller repérer des endroits à Paris et ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres villes en France où il y a des friches industrielles, où vous dites, là, on pourrait aussi créer cet écosystème où se rencontreraient la culture, la musique, le travail. Vous êtes sur des projets, il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir, là ? Oui, bien sûr. On vient de travailler sur un projet qui nous a énormément enthousiasmé, qui est la réhabilitation d'une tour à Paris La Défense. Comment est-ce qu'on fait d'un objet qui ne fait rêver personne, et encore moins les jeunes talents d'une entreprise, comment est-ce qu'on en fait un objet plus résilient, engageant et engagé? Vous avez réussi votre pari, parce que c'est pas simple, hein. C'est un défi que vous lanciez là.
Alors, nous, on ne construit pas le bâtiment. J'entends, mais malgré tout, ça reste un défi. La tour reste une tour, quoi. En tout cas, la tour, elle est positionnée comme telle, elle est programmée comme telle. Programmée, c'est la gestion des espaces au sein d'un projet architectural. Et aujourd'hui, ils ont tout pour faire que ça fonctionne et aider un territoire qui est vraiment en mal de désirabilité à proposer des solutions nouvelles dans les manières de travailler et d'habiter Paris La Défense. Sujet passionnant. Et puis allez voir, parce que c'est un lieu ouvert au public, oui. Pantin, cette friche BETC, qui est maintenant un lieu de 20 000 m² où il se passe plein de choses. Et le rez-de-chaussée vous est ouvert. Oui, on a une programmation qui est extrêmement riche, gratuite et accessible à tous. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Génial. Merci Vera Lucas de nous avoir rendu visite. Vous êtes en charge de ce pôle oui. de développement et d'invention du monde de demain et d'aujourd'hui. Chez BETC, c'est 1200 collaborateurs et qui est une très grande agence de communication. C'est comme ça qu'on peut résumer BETC ? Oui. Impactante et durable. Oui, on crée de la valeur durable pour nos clients. Je crois que c'est ce qui explique le succès de l'entreprise. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On fait une courte pause. On va s'intéresser à la semaine des 4 jours. Alors peut-être que BETC pratique déjà la semaine des 4 jours. Non, pas encore. En tout cas, des entreprises s'y sont mises. On a vu cette étude anglaise, on l'avait commentée. On en parle de cette semaine des 4 jours. Elle avance lentement, mais elle avance. Ce sera le thème de notre débat juste après le cercle RH. Le cercle RH est notre débat quotidien pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup. Et d'ailleurs, il est entré dans le débat sur la réforme des retraites en parlant des seniors, puisque certains ont évoqué l'idée d'aménager le temps de travail des seniors et donc de leur faire une proposition de semaine des 4 jours. Mes invités sont avec moi. C'est un sujet qui est dans l'actualité. Alors, il frotte un peu côté syndicat. Il est plébiscité, on va le voir, par les salariés. J'accueille mes invités. Sophie Marinier, bonjour, ravie de vous accueillir, avocate spécialiste en droit du travail chez Partner LPA CGR. Est-ce que je l'ai bien dit ? Tout à fait, LPA CGR avocat. Et ben voilà. Maxime Gourlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH d'Acorus, 1600 salariés, l'entreprise qui a grossi de la rénovation. De l'éco-rénovation, tout à fait. De l'éco-rénovation, qui est un sujet là aussi très politique dont l'Assemblée s'était emparée pour rénover eh bien, le bâti. Vous étiez 100 en 2010 ? Oui. 1600, 12 ans plus tard ? C'est ça. C'est colossal. Et vous êtes passé à la semaine des 4 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas une entreprise de la tech. Oui. Parce que beaucoup d'entreprises de la tech se sont enclenchées. Mais c'est sûrement plus difficile de l'enclencher avec des équipes sur le terrain. Merci d'être avec nous. Et puis Céline Marty est avec nous en distance. Et on est très heureux de l'accueillir. Vous êtes chercheuse en philosophie. Et vous êtes autrice de Travailler moins pour vivre mieux, édition Duno. Et on vous écoutera évidemment sur le rapport philosophique de notre rapport au travail. Tiens, je commence par vous. Puisque la philo, on va commencer peut-être à aborder le débat avant de faire du droit. Est-ce que cette question de la semaine des 4 jours, c'est tout le débat que l'on a depuis maintenant plusieurs mois, pour ne pas dire une année, sur notre rapport au travail ? Le rapport au travail du citoyen, de l'être humain, a totalement évolué. Ce qui est intéressant, c'est de le replacer dans une dynamique plus longue, puisqu'en fait, les débats sur la réduction du temps de travail étaient très forts dans les années 80. Et en fait, c'était complètement arrêté avec les 35 heures, qui avaient beaucoup cristallisé l'opinion. Il y a eu beaucoup de tensions. Et depuis la réforme des 35 heures, on ne parlait plus de réduction du temps de travail. Alors même qu'il y avait eu des pratiques assez innovantes auparavant. Il y avait déjà des semaines de 32 heures avant de 32 heures avant les 39 et les 35 heures. Donc finalement, c'est plutôt un retour à ces débats qui étaient très forts dans les années 80. Ça montre bien que l'organisation du temps de travail, elle n'est pas figée, qu'elle est l'œuvre de débats collectifs qu'on peut faire différemment. Et ça, finalement, c'est une sorte de regain des débats démocratiques aussi autour du travail. Juste, je me tourne vers vous, Maxime Gourlet, parce qu'on aura évidemment besoin de comprendre le droit, ce que dit le Code du travail, évidemment, mais qu'on soit bien clair, vous êtes passé à la semaine des 4 jours, c'est un travail, une réflexion qui a dû être longue, sur 35 heures ou sur 32 heures ? Parce que vous voyez, Céline, elle ouvre déjà tout de suite le débat porté par des politiques. Certains évoquaient la semaine des 32 heures. Laroutourou, notamment, portait ce débat assez fortement. Pierre Laroutourou. Vous êtes sur 35 heures ? On est passé sur 35 heures. On était à 39 heures.
sur 5 jours, donc 35 heures avec 4 heures supplémentaires payées. Et on est passé, là, pour le coup, sur 35 heures. Donc 35 heures sur 4 jours. Oui, tout à fait. Juste d'un mot sur l'aspect, je dirais, presque philosophique. Vous avez forcément dû réunir le board de l'entreprise. À quel moment vous dites on bascule? À quel moment vous dites on le fait? On passe aux 4 jours? Alors, on est passé en 4 jours sur une de nos agences. Oui, à Nantes. À Nantes, tout à fait, en test. Donc, c'est 65 collaborateurs. Oui, mais il y a un moment donné, vous dites on va passer en test. Oui, parce qu'on en discutait depuis un certain temps. On s'est dit qu'on était mûr pour y aller et que c'était une occasion unique de pouvoir améliorer les conditions de travail de nos techniciens. Parce que vous l'avez dit, donc à Corus, c'est 1600 personnes, mais c'est surtout 1000 techniciens. Ouais, c'est du boulot. C'est physique. Hein, c'est des gens qui sont sur le terrain, dans les embouteillages, en déplacement, en intervention. C'est pas des cols blancs, pour le dire simplement. C'est pas simplement. des cols blancs, exactement. C'est plutôt des cols bleus. Et c'est des gens qui n'ont pas eu accès, si vous voulez, aux dernières innovations, notamment par exemple le télétravail, on en a parlé, ou Copies. Et ces gens-là, ils n'ont pas eu accès. Donc on s'est dit, il y a un truc à faire et c'est le moment de le faire et on est mûr pour le faire. Le droit, parce qu'après je vous demanderai évidemment comment ça se passe en termes de planning. J'imagine que vous avez des tableaux Excel croisés très complexes. Ça ne va pas être simple. Le droit, rien que le droit, qu'est-ce que nous dit le droit du travail sur cette semaine de 4 jours? Est-ce qu'il a envisagé déjà le droit du travail? En fait, le droit du travail a envisagé une flexibilité sur l'organisation de la semaine. Donc, on a une possibilité d'étendre ou de raccourcir le nombre de jours sur la semaine. Après, la majorité des entreprises passent par des accords collectifs pour emporter une adhésion du personnel, mais l'employeur peut également le mettre en place de manière unilatérale. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'aspects autres qui sont à prendre en considération, c'est-à-dire que quand on réorganise la semaine de travail, ben, ça a un impact sur les risques qu'on va encourir dans la société. Donc on va devoir revoir le document unilatéral d'évaluation des risques. Ça veut dire qu'on va consulter son comité ex-CHSCT. Exactement, ex-CHSCT sur cette organisation et sur, toujours pour emporter l'adhésion de la société, enfin, des salariés, pardon. Donc c'est pas un aspect juste de réorganisation, c'est beaucoup plus large que cela et c'est un vrai projet d'entreprise pour le coup. Céline Marty, vous entendez ces experts alors, juridiques et puis des acteurs qui pratiquent. Moi, je me souviens de Geoffroy Roux de Bézieux qui avait été interrogé sur Bismart à l'occasion d'une émission spéciale et c'est moi qui lui avais posé la question. Et il avait balayé d'un revers de main cette question sur la semaine des 4 jours. Mais vraiment d'un revers de main, sans même essayer d'ouvrir le débat ou la réflexion. Ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas du tout parce que une des idées qui motive aussi la semaine de 4 jours, c'est de dire que laisser du temps en dehors du travail, c'est permettre aux salariés de retrouver de l'autonomie. Et ça, le patronat français, il a un peu du mal avec ça. C'est faire confiance aux salariés sur l'organisation de leur temps, c'est leur permettre de sortir la tête de l'eau. Et nous, on a plutôt eu tendance en France à dominer les travailleurs par des conditions de travail assez éreintantes pour être sûr qu'ils ne soient pas trop rebelles. Donc ça, on a toute une analyse qu'on trouve par exemple chez l'anthropologue David Graeber qui soutient que la prolifération des bullshit jobs sont dues en fait à une volonté de contrôler le temps de travail et le temps de vie de tout le monde. Et qu'en fait, on pourrait réduire radicalement le temps de travail, mais qu'on ne le fait pas parce qu'on a peur de ce que les gens feraient de leur temps libre. Donc finalement, ça ne m'étonne pas que le MEDEF soit hostile à des mesures qui permettent aux gens de reprendre un peu d'autonomie sur leur vie. C'est très intéressant ce que nous dit Céline, c'est encore une fois la vision philosophique. Si on laisse trop de temps, qui était un débat d'ailleurs sur le rapport au monde ouvrier, si on les laisse trop libres, on se souvient de ces textes du début du XXe siècle, fin XIXe, ils vont aller au café pour dépenser leur argent. Enfin, ça relève de la même mécanique. Vous faites le choix inverse, et on va voir d'ailleurs une animation graphique qui montre que c'est plébiscité. Une fois que vous avez fait votre réunion, vous vous êtes dit on y va, là on le voit, semaine des 4 jours, 54% des DRH ils sont favorables, c'est quand même pas rien, et 61% des salariés favorables. Donc globalement c'est plutôt plébiscité, sauf, comme le disait Céline, par une partie du patronat qui a peut-être du mal à passer le cap. Vous le passez, puis ensuite il faut en parler aux salariés. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Tout à fait. Alors, on a commencé aussi sur Nantes parce que les salariés étaient volontaires, clairement. Donc il y avait une demande. Il y avait une discussion, il y avait une demande. Et ils ont dit OK. Ils ont dit c'est OK, oui, tout à fait.
Donc ça c'est très important de partir du volontariat, si vous voulez. Parce que si on veut vraiment pouvoir transformer la manière de travailler, il faut que tout le monde soit embarqué dans ce... Enfin, je vous mets un frein, c'est-à-dire que moi je suis salarié de votre boîte, vous me dites, écoute Arnaud, c'est super, tu as bossé sur 4 jours en 35 heures, tu vas faire le même boulot. Quand on lit les syndicats qui sont un peu rétifs, ils disent, on fait parfois mal le travail, on a des tâches supplémentaires, on fait des journées plus longues, et au final on arrive sur ce jour libre plus crevé que si on avait bossé sur 5 jours. Enfin, je vous mets le contre-exemple, qui est un sujet qui est posé. Alors, on a, avant de démarrer ce test, on a démarré donc en juillet 2022 ces discussions-là pour un lancement en janvier 2023. Donc on a eu le temps, en l'occurrence, de préparer tout ça. On a diligenté une enquête QVT pour pouvoir, donc qualité vie travail, pardon, auprès de nos salariés pour avoir une photographie avant. Donc on a refait là une enquête. Mais qu'est-ce qui ressort? Ils sont contents? Ça leur va? Alors oui, en grande majorité oui. Les techniciens, c'est extrêmement plébiscité, ça c'est sûr. En revanche, les managers notamment, c'est eux qui étaient le plus craintifs sur, en fait finalement, voilà, déjà en 5 jours je suis débordé, alors comment est-ce que je vais faire en 4 jours? Et l'idée, c'est... Les managers, ceux qui pilotent les équipes, ceux qui vont dispatcher. Et on n'y arrive pas en un claquement de doigts. Donc en fait, l'idée, c'est pas de leur dire il faut qu'en un claquement de doigts, on y arrive. On va essayer de mettre toute notre intelligence collective et notre management, je rebondis sur ce que vous disiez, notre management pour aller vers un management co-responsable. On était déjà très tourné vers l'autonomie, vers la responsabilisation de nos équipes. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller vers un management co-responsable. Donc c'est ça qui peut faire un peu peur. Non, mais je vous ai vu lever les yeux au ciel quand je parlais de Geoffroy Roux de Bézieux, mais on voit quand même dans votre discours qu'il y a quand même une forme d'humanisme et de volonté de rendre autonome et heureux, enfin, c'est un mot un peu fort, mais heureux vos collaborateurs. Il y a de ça dans ce que vous racontez. Bien sûr. Et quand on voit que les 64% des DRH y sont favorables, il y a aussi derrière ça toute l'attractivité que ça peut développer d'une entreprise. Il faut savoir que... on cherche des salariés. On cherche des salariés et surtout on veut les garder, et on veut les garder heureux. Donc il faut essayer de travailler là-dessus. Juste, je vous donne la parole, Sophie, mais vous allez le voir dans cette petite animation graphique réalisée par Nicolas Juchat, c'est seulement la 4e élément d'adaptabilité du temps de travail qui arrive en 4e position. La première, c'est les horaires flexibles, ça c'est assez classique. On permet aux gens de partir plus tôt, de partir et organiser. Le télétravail, là qui est en train de rentrer dans les mœurs, le congé ou les congés sabbatiques. Et seulement arrive la semaine des 4 jours, c'est pour matiner. Le DRH y pense. Il a peut-être aussi un board qui lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de semaine de 4 jours? Et peut-être aussi, Sophie, des managers qui disent mais attends, moi si c'est comme ça, je m'en vais quoi. Alors, c'est tout le problème, c'est que le télétravail, on a vu pré-Covid, post-Covid, le changement. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui ne peut pas proposer le télétravail. On le voit, c'est 1 journée, 2 journées, ça apporte une flexibilité. C'est un premier pas. Oui, c'est un premier pas, mais là, on travaille en télétravail. On travaille en télétravail, mais là où les managers pouvaient se dire, mais en fait, la personne, elle est en télétravail, mais elle va faire une machine à laver, 3 courses, s'occuper des enfants, etc. Ce qui n'est dans la réalité, pas du tout le cas, puisqu'on a des salariés en télétravail qui sont plus productifs que quand ils sont au travail parce qu'ils gagnent du temps sur les déplacements, la fatigue, etc. En fait, pour moi, la semaine de 4 jours, je suis assez étonnée du sondage réalisé sur le fait que les congés sabbatiques arrivent en 3e, parce que pour moi, en fait, la semaine de 4 jours, c'est l'étape d'après, en fait. Aujourd'hui, c'est une réflexion de se dire... finalement, je n'ai pas besoin d'être présent 5 jours par semaine à mon poste. J'arrive à m'organiser pour être très productif. Finalement, cette productivité, je peux peut-être la dupliquer sur 4 jours, après à aménager avec du télétravail. Mais clairement, aujourd'hui, c'est une réflexion que se posent les sociétés. Parce que c'est un motif d'attractivité des jeunes générations. On sait que les jeunes générations, elles sont compliquées à fidéliser dans une entreprise. Donnez-moi envie de venir chez vous, quoi. Voilà, c'est ça. Et le télétravail, la semaine de 4 jours... Avant, le salarié cherchait des avantages, c'est un avantage, etc. Maintenant, en fait, les salariés cherchent une organisation. C'est ça. Parce que la vie personnelle compte, parce qu'ils veulent faire d'autres choses, parce qu'ils veulent acquérir des connaissances, ils veulent avoir des loisirs, etc., etc. Juste, Céline, pour prolonger ce que nous dit Sophie, Céline Marty, vous avez lancé le sujet des 32 heures et c'est très intéressant parce que nous, on a choisi de faire le thème des 4 jours. Est-ce que en parlant de la semaine des 4 jours, c'est pour éviter de lancer le débat de la semaine des 32 heures ?
Est-ce que c'est une manière un peu escamotée d'éviter ce débat qui avait été très, très, très abrasif sur le plan politique, parce qu'il y avait ceux qui disaient qu'il faut travailler plus, peut-être même 40 heures, puis d'autres qui disaient mais non, c'est pas le sens de la société, il faut travailler que 32 heures. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça permet de ne pas toucher au débat sur la durée légale hebdomadaire du temps de travail. Et en plus, parfois, ça mène, et c'est pour ça que c'est un peu pris avec méfiance par les syndicats, parce que ça mène à une intensification des rythmes de travail quand vous demandez à vos salariés de faire 35 heures sur 4 jours. Et donc, le risque, c'est de se sentir en fait surchargé par la charge de travail qui n'aurait pas changé. Ce qu'on remarque de fait dans d'autres entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours, par exemple celle de Laurent de Clergerie qui en parle beaucoup, qui est une entreprise informatique, c'est qu'en fait ils sont passés à 32 heures de fait, alors qu'il n'y avait pas nécessairement de réflexion sur le temps de travail, parce que le fait de passer sur 4 jours, ça permet de réduire certains nombres de tâches. On se rend compte aussi qu'on réduit le nombre de réunions par exemple, et donc c'est une configuration qui permet aussi de réfléchir au temps de travail de façon plus générale et en se demandant si on a vraiment besoin de travailler autant. Donc, ça peut être une façon aussi de, disons, d'amorcer cette réflexion sur le temps de travail. Et je finis juste par une petite précision, parce que pourquoi le sondage vous étonne, c'est peut-être dû au fait qu'il date de 2020. Or, les résultats sur la semaine de 4 jours au Royaume-Uni, on les a eu il y a 2 semaines. Oui. Donc, ça va probablement aussi faire évoluer les mentalités à ce sujet. On en avait parlé dans cette étude basée, il faut le préciser, qui était une grande étude, enfin qui était basée sur un panel assez réduit d'entreprises, mais qui avait plébiscité en Grande-Bretagne. Juste en termes business, parce que je me rappelle du PDG Laurent de Clergerie qui était venu sur le plateau, il a dit, nous en termes business, ça se passe très bien, on a une bonne productivité. Je parlais des plannings tout à l'heure. Vos clients, parce qu'en bout de chaîne, vous avez des clients. Bien sûr. Et il faut que le client soit servi. Alors, les deux prérogatives qu'on s'est données, c'est qu'il ne faut pas que ça dégrade la qualité de vie de travail de nos collaborateurs, c'est la meilleure, et il ne faut pas que ça dégrade notre qualité de service auprès de nos clients. Après, on ne va pas se mentir, en 3 mois de test, on ne peut pas savoir. Trop tôt. Trop tôt. On va développer, donc il est prévu qu'on continue le test, en l'occurrence à Nantes, et qu'on développe, qu'on étudie sur ces 3 prochains mois-là, parce qu'on va arriver en bout de test fin mars. Parce que les collègues parlent entre eux. Hein. Exactement. Ceux de Nantes passent des coups de fil aux autres en disant c'est pas mal. L'idée, c'est de développer ça à compter du mois de juillet sur l'ensemble du groupe Acorus. Mais voilà, sur une phase de test, on arrivera à avoir vraiment un retour sur la productivité et sur la satisfaction client fin, entre guillemets. Il nous faut au moins une bonne année, ça c'est sûr. En revanche, sur ces 3 mois, on arrive à voir s'il n'y a pas un monstre, entre guillemets, qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on... Le loup. Un loup qu'on a... Et bon, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas. Il y a effectivement besoin de savoir si la fatigue, les enjeux... Alors, ça répartit sur ces 35 heures, elles sont lissées comment? Vous êtes passé de 39 à 35 sur 4 jours, ce qui fait des journées quoi, de 8h à 17h ou 18h. Et le reste, c'est en heure sup. Concrètement, il travaille 45 minutes de plus par jour. 45 minutes de plus par jour, hors temps de déplacement. Alors, non, avec le déplacement. Avec le déplacement. Bien sûr, oui. Juste quand même un mot qui est intéressant. Les syndicats disent attention, le vrai danger, alors évidemment vous avez tout de suite posé les bases, c'est qu'on réduit le temps de travail sur 4 jours, mais en même temps l'entreprise peut en profiter pour réduire les salaires. Dans un sujet de tension sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi? Il y a ce risque-là, mais l'employeur, il a d'autres outils pour effectivement réduire la rémunération en parallèle d'une réduction du temps de travail, les accords de performance collective, des modifications du contrat pour motif économique. Oui. Donc aujourd'hui, s'il veut, il l'utilise. La semaine de 4 jours, c'est clairement pas son objectif. C'est de réduire, enfin de regrouper le temps de travail. Non, je pensais à Bosch, vous vous rappelez l'affaire Bosch, qui n'était pas un outil de bien-être des salariés, qui était juste un outil de flexibilité en fonction des marchés. On est un peu au milieu. Céline, je sais que on ne va pas résoudre le problème tout de suite, mais on est quand même un peu sur une ligne de crête. Vous êtes philosophe. On sent qu'il y a une volonté de flexibiliser le travail en fonction des commandes. Puis il y a votre discours qui dit non, mais la réalité, c'est aussi que le salarié puisse s'épanouir comme être humain. On n'a pas réglé ce débat.
Oui, et d'ailleurs, ce débat, il se posait aussi dans ces termes dans les années 70, puisque la semaine de 4 jours et par exemple le fait de passer à 32 heures, s'était mis en place dans certaines usines pour compenser la réduction de la demande. Donc on voit que le temps de travail a toujours été utilisé comme une variable économique aussi en fonction de la situation économique. Là, on est moins dans cette situation-là, notamment pour toutes les entreprises avec plus de cadres, et donc c'est d'autres contraintes de production. Et je pense qu'en effet, il faut être vigilant à ce que ce ne soit pas uniquement un outil de flexibilisation. Peut-être une réflexion sur l'annualisation du temps de travail, comme c'était présent aussi dans les années 80 et comme ça a été mis en place dans la fonction publique notamment. Ça permet d'éviter l'éventuel revirement, disons, en fonction uniquement de la conjoncture, et de se dire que c'est réellement un projet de l'organisation de permettre une autre organisation du temps que ce qu'on connaît aujourd'hui. Au bout de la fin, Maxime, vous vouliez intervenir. L'annualisation, c'est un vrai sujet, Oui. avec des jours de RTT qui sont donnés en bout de course. Tout à fait. Non, Conclusion. Je voulais juste revenir sur le... on parle bien là de la semaine de 4 jours et on ne parle pas de la semaine de 32 heures ou 35 heures justement. Oui. C'est ça la grande différence. Mais non, mais c'est-à-dire qu'on est déjà passé de 39 heures à 35 heures par le passé. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'essayer de se dire, de ne pas réfléchir en temps de présence dans l'entreprise, mais plutôt en mission. En mission, voilà. C'est ça. Et c'est ça qui est transformant d'une certaine manière. Parce que finalement, si on n'achète que de la présence, on a des salariés qui font de la présence en fait. Donc l'idée, c'est de transformer. Avec une problématique pour vous complète, parce qu'il faut que le client, enfin le salarié qui rénove, donne pas le bébé le lendemain et le vendredi à un collègue qui n'a pas suivi le chantier. Donc ça reste une galère quand même pour les enjeux techniques pour vous. J'imagine que c'est une des réflexions. Merci. Merci à vous de nous avoir éclairé, Sophie Marigny, avocate spécialiste en droit du travail chez LPA CGR Partner. Je l'ai mis dans le bon sens cette fois-ci. Maxime Gourlet, merci. DRH à Corus, bureau de Nantes, 65 collaborateurs engagés dans la semaine des 4 jours. Et venez nous parler de la suite de cette aventure à la rentrée de septembre, puisqu'il y a peut-être l'enclenchement des 1600 collaborateurs, rénovation énergétique, thermique des bâtiments. Merci à Céline Marty. Vous revenez quand vous voulez en vrai sur le plateau, chercheuse en philosophie, autrice de Travailler moins pour vivre mieux. On va découvrir la couverture de votre livre que l'on a et qui est sorti chez Duno. Merci à vous trois et on termine avec Julien Morisson dans Fenêtre sur l'emploi. Alors c'est un sujet qui paraît ludique mais qui est un outil de communication, les podcasts très utilisés en entreprise et on en parle avec Julien. Fenêtre sur l'emploi, on termine avec une émission consacrée au podcast et c'est Julien Morisson qui nous en parle. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le fondateur des Années Folles. Co-fondateur. Mais presque. Mais j'oubliais on y était. Clifford. J'oubliais Clifford Mahut. Exactement. Qu'on salue. Vous avez choisi de nous parler du podcast parce qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de plateformes, mais c'est un outil de communication interne, le podcast. Exactement. Et est-ce que, Arnaud, vous écoutez, vous, des podcasts ? Non ? Oui ? Franchement ? Oui. Peu. Trop peu. Vous ne représentez pas... alors ça dépend, non. en réalité. On va dire qu'il y a une tendance qui est quand même à aller un peu dans le panel. Disons que les chiffres parlent un peu d'eux-mêmes, dans le sens où à peu près les 15-34 ans sont 60% à consommer régulièrement du podcast, même si c'est vrai que la moyenne d'âge c'est 44 ans et encore assez urbain. Toutefois, c'est un média qui connaît une ascension fulgurante. C'est 17 points de plus. On a 18 millions de Français qui écoutent régulièrement des podcasts. Et donc, c'est un média pour lequel les entreprises doivent s'intéresser. Pourquoi ? Parce que si la première raison des podcasts, c'est l'humour, finalement, c'est un peu se décontracter ou en tout cas avoir un peu de fun. Les deux raisons ensuite, c'est pour s'informer et se cultiver. Et donc, pour les entreprises, ça fait du sens. Pourquoi proposer des podcasts quand on est un RH ? Parce que peut-être qu'on évoquera les outils de formation qui peuvent passer aussi dans le podcast, mais pourquoi c'est intéressant pour un RH de se dire, tiens, si je faisais des podcasts ? Alors, pour plusieurs raisons, on citait un peu les principales. Alors, on parle beaucoup de la marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est pas uniquement, évidemment, attirer des candidats, mais ça peut être un moyen de présenter des métiers avec un angle un peu différent, mais c'est aussi parler de la manière dont on transmet des savoirs dans
une entreprise, de la manière dont on forme dans une entreprise. Donc, il y a déjà un enjeu de marque employeur. Le deuxième, c'est de valoriser vos collaborateurs. Très important. C'est généralement ceux qui réalisent les tâches qui en parlent le mieux finalement. Et donc c'est un moyen de pouvoir leur permettre à un instant donné de présenter à d'autres ce qu'ils font au quotidien, surtout dans les entreprises. On sait que les silos n'existent plus, mais un petit peu quand même. Et souvent on connaît les réalités des métiers, marketing, finance. Et donc le podcast permet de découvrir des métiers auxquels on n'a pas forcément accès et comment on a fait pour y parvenir. Et donc c'est un atout qui est tout à fait intéressant pour pouvoir y avoir. Et puis c'est aussi un moyen de partager des expertises internes. L'entreprise, elle a réalisé un baromètre, elle a participé à un livre blanc, elle a des nouveaux enjeux, des perspectives de croissance, les partager dans un podcast et puis la voix, elle dit autre chose, quelque chose d'un peu plus chaleureux, ça humanise. Et donc c'est un peu différent et on est en capacité de pouvoir écouter des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus longues. Outil aussi pour valoriser les belles histoires, vous l'évoquiez, il y a les métiers, puis il y a aussi de belles histoires dans l'entreprise qui permet à tout le groupe qui n'a pas l'habitude de se voir de pouvoir découvrir l'histoire de quelqu'un qui ne connaît pas. Des parcours de vie finalement. Ouais. Mais ça va vraiment du démarrage de la pyramide, c'est-à-dire de l'ouvrier qui peut être en bas de la pyramide jusqu'à la direction générale. L'idée c'est de participer de partager à un instant donné des parcours, soit d'intégration, soit d'évolution, soit de promotion, et puis d'avoir aussi leurs conseils. Parce que eux, ils peuvent vous dire, voilà, moi au début je pensais que parce que j'avais pas les diplômes c'était compliqué, j'ai été voir un mentor, je sais pas qu'il y avait des mentors. Bon, eh bien, ça permet de décloisonner de manière tout à fait intéressante et professionnelle les métiers. Un tout dernier mot, et même plusieurs, Julien, il y a aussi quand même pour le RH des enjeux de coûts qui sont plus faibles, il faut quand même le dire, parce que quand on lance des films ou des campagnes, on se dit on va faire une belle campagne, très vite on comprend que la belle campagne va coûter 1 million d'euros. Le podcast c'est quand même plutôt pratique. Vous avez tout à fait raison, Arnaud. C'est vrai que tout de suite, les budgets, dès qu'on est sur des plans médias, dès que cela nécessite des techniciens, une organisation, des setups, naturellement, les budgets sont importants. Là où le podcast vous permet en plus de décliner en série, c'est-à-dire de créer une histoire, d'avoir une sorte d'accoutumance et de suivre les podcasteurs sur différents épisodes. Pour un budget qui est équivalent, je vais la caricaturer, mais je dirais pour une vidéo un peu quali, vous pouvez avoir une dizaine de podcasts, une dizaine d'épisodes, et donc naturellement, ça vous permet d'avoir une scénographie et de dérouler plusieurs sujets sur un format qui, in fine, va arriver à 1 heure chaque épisode. Là, pour une vidéo, on va se dire les choses. Dès que vous passez 3-4 minutes désormais, ça devient compliqué de pouvoir maintenir l'attention du viewer, comme on dit. Et en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait aussi des podcasts de formation qui permettaient à des collaborateurs qui étaient en voiture, de ceux qui faisaient de la réparation, qui globalement ne peuvent pas faire de formation assise. En fait, ça permet, grâce au podcast, de leur rappeler, les 2-3 règles. Bons réflexes à avoir. Les règles Exactement. de sécurité. Mais il y a des podcasts, en fait, surtout. C'est ça qui est magique. Ouais. Vous avez des podcasts pour les freelances, pour le marketing, pour la finance, pour le juridique. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaît rien en droit, l'idée, c'est pas d'en faire un expert, mais procédure de divorce, et vous dites, je sais pas, je me pose une question sur la garde des enfants. Vous allez trouver un épisode d'une avocate, si vous tapez les bons mots-clés, qui va ressortir, qui va vous donner des conseils, et après, vous pourrez lui prendre contact avec elle. C'est plutôt intéressant. Vous qui proposez des podcasts, si je ne m'abuse, Oui. J'ai vu que le modèle économique du podcast traditionnel n'était pas tout à fait trouvé. En revanche, j'ai le sentiment qu'il y a un vrai développement corporate entreprise. Je pense que le modèle, il est plus là. Exactement. En fait, la réalité, c'est qu'on s'aperçoit que diffuser, vraiment être le diffuseur du podcast, sauf avoir une masse immense, c'est quand même compliqué, sauf qu'il y a à poser et rendre la publicité. En revanche, des entreprises qui se disent comment je peux véhiculer un message complexe, comment je peux fédérer, comment je peux valoriser des équipes, elles, oui, sont prêtes à investir un budget qui est plus ou moins conséquent en fonction des entreprises sur du long terme. Ouais. Parce que c'est ça quand même, aussi je permets de glisser cette information, les podcasts ne fonctionnent quand on est sur de la récurrence. On fait rarement 10 000 écoutes sur le premier podcast, sauf peut-être quand on s'appelle Arnaud, mais pour le commun des mortels, Je confirme. je m'en doutais, mais sinon non. Donc c'est vraiment cette récurrence-là d'épisodes qui va faire la différence. Et donc jouer une régularité, un horaire fixe, on attend Ça, ce podcast. c'est l'idéal. C'est essentiel. C'est narré, c'est un peu comme la tactique un peu Netflix, c'est-à-dire on attend l'épisode suivant. Qu'est-ce qu'il va se dire? On a envie de savoir pourquoi le directeur, peut-être s'il termine par « et je n'aurais jamais dû arriver dans cette entreprise », on a envie de savoir la suite. Et donc c'est ça qui va susciter l'intérêt, bien sûr. Très, très intéressant. Merci Julien Morisson sur cette question des podcasts, mais focus entreprise. Exactement. Comme un outil de communication. Merci Julien, cofondateur des Amis Folles. Et évidemment, je peux me faire taper sur les doigts. Merci de nous avoir rendu visite beaucoup. Et à très très bientôt, j'en suis sûr. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Julien Morisson était avec nous. Je remercie Romain Luc à la réalisation. Je remercie Thibaut au son. Je remercie Nicolas Juchat et je remercie Laure Hélène évidemment pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.